Dans quelques instants, vous allez retrouver des trucs et astuces présentés par et Manu. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous remercie de me recevoir ici aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis donc Éric Aimé, je suis malvoyant depuis la naissance. J'ai une atrophie du nerf optique depuis la naissance et j'ai voulu écrire un livre qui s'appelle Éperdu de vue. Ce livre, je ne pouvais l'écrire qu'avec l'aide donc, de mon co-auteur Michel Haute, qui, avant que l'on écrive ce livre de façon littéraire, je vais dire, il a fallu que je raconte mon témoignage de vie. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais vous raconter quelques morceaux de ma vie. Et cette conférence, je l'ai intitulée « D'une vie à l'autre ». Donc je vais y avoir trois parties à ma conférence. Ma première vie, ma seconde vie et une conclusion. Et après, il y aura un échange, questions-réponses pour les personnes qui sont avides de questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Alors, si je vais vous décrire pour mon cadre de vie. Mon cadre de vie, la ferme familiale. Mes parents étaient paysans dans le Marais Poitevin, en Vendée, et ils habitaient donc la ferme familiale qui s'appelait la Mare aux Orties. La Mare aux Orties laisse augurer déjà de ce qui va suivre. Les orties, ça pique, c'est pas très agréable. Et la vie à la Mare aux Orties n'était pas très agréable. La Mare aux Orties se trouvait à 6 km du village. Petit village. Pour y aller, c'était un chemin de terre. Et en sachant que je suis né en 1963, je ne suis pas né en 1900. Donc il faut bien mettre, la date est très importante, j'en parlerai d'ailleurs à plusieurs reprises, parce que ce que j'ai vécu et ce que j'ai connu, on peut dire que je n'aurais pas dû normalement le vivre à cette époque-là. Alors, la ferme familiale se trouvait au bord d'un canal, comme il y a de nombreux canaux dans le Marais Poitevin, au bord d'un canal où il y avait la barque qui était le moyen de transport, on va dire, principal, outre le vélo. Parce qu'à la ferme familiale, bien sûr, il n'y avait pas de voiture, pas de moyen de locomotion. Mes parents étaient contre tout progrès, contre toute évolution. Pour aller à la ferme familiale, il y avait une voie sans issue. Donc, les 6 km de ce chemin de terre, à chaque extrémité, il y avait une passerelle qui n'était accessible que par les piétons ou les vélos. Et donc, cette voie sans issue, on va dire, n'amenait pas des personnes pour nous rendre visite, n'amenait pas de passage. Donc, à la ferme familiale, le boulanger passait une fois tous les 2 jours, portait le pain, et le facteur qui venait à vélo. C'était les seules visites que nous avions à la ferme. Alors, la ferme familiale était... les bâtiments de la ferme, il y avait une petite partie qui était en pierre, recouverte de ciment et peinte à la chaux blanche, et le reste des bâtiments était fait de roseaux. Roseaux que mon père allait chaque année ramasser dans les marais, faisait des petits fagots, et les murs de la ferme familiale ainsi que la toiture étaient faites de roseaux. C'était un peu beaucoup rustique. Il y avait 2 pièces, on va dire dans cette 2 pièces et demie. Vous allez comprendre pourquoi 2 pièces et demie. Une pièce petite, la seule pièce chauffée de la maison. Il y avait une cuisinière à bois dans cette pièce. Alors on va appeler ça la pièce de vie. La pièce de vie où on faisait tout dans cette pièce. Alors la cuisinière à bois avait une importance très importante pour moi. Pourquoi elle avait cette importance? Parce que quand j'étais enfant, même adolescent,
c'était un petit peu mon réconfort, cette cuisinière à bois. C'était là où je trouvais un petit peu de chaleur, c'était un peu, quelque part, un réconfort. Il y avait la chambre principale, la chambre de mes parents, qui m'a servi de chambre aussi. Je dormais avec mes parents derrière un rideau, où j'ai dormi de ma naissance, bien sûr, jusqu'à mes 21 ans. Pas très simple, on va dire, pour quand on est enfant et surtout adolescent, de dormir avec ses parents. Et quand je dis qu'il y avait deux chambres, 2 pièces et demie, la demi, c'était le local à vélo qui a été séparé par des planches en bois, où mes 2 frères avaient quelque part la chance quelque part de dormir, car eux au moins ils étaient un petit peu indépendants. Alors 2 frères qui ont 8 et 9 ans de plus que moi, donc on a été très peu élevés ensemble, j'en parle très peu, que ce soit dans ma conférence, que ce soit dans mon livre, j'en parle très peu car ils ont 8 et 9 ans de plus que moi, ils sont partis en pension à l'âge de 14 ans, ils sont partis travailler à l'âge de 18 ans, donc j'avais 5 ans quand ils sont partis en pension, c'est très peu connu, on va dire. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure qu'à la ferme familiale, c'était un petit peu rustique, j'ai dit qu'il n'y avait pas de voiture, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait même pas la cabane en bois au fond du jardin, comme on pouvait trouver il y a quelques décennies, on allait avec les vaches. Alors, mes parents avaient une ferme très traditionnelle, 12 hectares de prairies. 12 hectares de prairies avec 8 vaches laitières, traites à la main bien sûr, des chèvres, des moutons, des lapins, des poules, une vie en autarcie, en complète autarcie. À peu près 1 hectare de potager, donc ça les légumes, j'ai fait des cures, l'été je faisais des cures de haricots verts, l'hiver je faisais des cures de citrouille, voilà, mais j'aime bien les légumes quand même. Je vais vous parler maintenant un petit peu des occupants de la ferme. Alors, il y avait mon père qui était un homme secret, un homme réservé, un homme, je dirais presque muet, un homme qui n'a jamais participé à aucune décision, qui n'a jamais pris aucune décision, avec vis-à-vis même de la ferme, du fonctionnement de la ferme, aucune décision vis-à-vis des enfants, aucune décision concernant l'éducation des enfants. Alors, ma mère, elle, était celle qui prenait les décisions, était celle qui gérait le budget, était celle qui décidait de toutes choses, y compris de ce que vous deviez manger, y compris toute chose de la vie courante. Non seulement elle vous conseillait, mais elle vous imposait. C'était même pas un conseil, elle vous imposait. Alors, quand je décris ma mère, je n'ai pas de honte à dire qu'on connaît très bien un personnage de livre qui s'appelle Folcoche. On peut très bien la comparer à Folcoche. À la ferme familiale, donc, il y avait mes 2 frères qui sont nés 8 et 9 ans de plus que moi. Il y a eu aussi ma grand-mère qui est venue à la ferme pour ma grand-mère paternelle, car quand elle a perdu son mari, elle a décrété qu'elle ne remettrait jamais les pieds chez elle, et donc elle a atterri, on va dire, à la ferme chez nous. Et elle a décidé qu'elle ne remettrait jamais les pieds chez elle, ni pour récupérer ses propres affaires, il a fallu s'occuper de tout. Et donc, l'entrevue, quand mes frères sont partis en pension, je me suis dit peut-être que je vais pouvoir récupérer la chambre. Eh bien non, c'est ma grand-mère qui a mis la chambre derrière les planches dans le réduit à vélo. Moi, j'étais toujours derrière le rideau dans la chambre de mes parents.
Et enfin, moi, je suis arrivé. J'étais l'enfant non attendu. Je vais dire ça comme ça, c'est plus joli que de dire non désiré. Né en 1963, et pourtant j'ai vécu tout ce que je vous ai dit par rapport à la ferme. Je vous ai raconté un petit peu une vie un petit peu ancestrale. On vivait un petit peu à la ferme familiale comme on vivait en 1900 à peu près. Alors, mon parcours de vie, je vais dire que de 0 à 6 ans, ma vie a été compliquée, très compliquée. Mes parents sont toujours, parce que mes parents sont toujours en vie ce jour, ils ont 91 et 93 ans, sont toujours dans le déni me concernant. Donc, un enfant qui ne voit pas grand-chose, qui naît 8 ans après ses frères, non attendu, évidemment c'est compliqué. Et donc j'étais l'enfant qu'il fallait taire, qu'il fallait cacher. On n'en parle pas, c'est tabou. Et donc cet enfant-là, quand on est dans le déni, qu'on n'en parle pas aux enseignants au départ, dans le début de ma scolarité, évidemment les enseignants n'ont pas compris. N'ont pas compris que j'avais un problème visuel. Et ces enseignants-là, pendant 3 ans, ont cru que j'avais un problème mental, parce que je ne reproduisais jamais un dessin, je ne reproduisais jamais une lettre, je n'écrivais pas mon prénom, je ne faisais rien, j'attendais que le temps passe. Je me taisais, dans le sens que, pour moi, me taire, c'était un moyen de survie, c'était un moyen de me protéger. Donc je me recroquevillais sur moi-même, je me suis enfermé complètement sur moi-même. Toute la période où j'ai vécu dans le Marais, j'étais comme ça. Alors évidemment, les enseignants n'ont pas compris. Et pendant 3 ans, on m'a mis une étiquette attardé mental. Il a fallu attendre ma 4e année de scolarité pour qu'une enseignante comprenne et dise: mais Eric n'est pas attardé mental, Eric ne voit presque rien. À partir de ce moment-là, il y a eu une prise en charge de la part des enseignants. Il y a eu, comme je viens de dire, des mains tendues. Des mains tendues que j'ai toujours su saisir. Il y a eu de nombreuses mains tendues de la part d'enseignants dans le primaire, dans le secondaire par la suite. Et c'est grâce à ces mains tendues que j'ai survécu dans cette période-là. Des mains tendues de la part d'enseignants qui m'ont aidé à apprendre le français le mieux possible, à apprendre à avoir des astuces mémotechniques pour retenir tout ce que je ne pouvais pas voir. Parce que on m'avait mis contre le tableau noir, mais c'était quand même compliqué, je ne voyais pas grand-chose, c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai fonctionné beaucoup avec les noirs. Et surtout chez moi, en plus, on parlait que le patois. Donc ça compliquait encore un peu plus les choses. De mes 6 ans à mes 16 ans, j'ai continué donc cette scolarité chaotique, parce qu'on ne peut pas dire autrement que chaotique. Scolarité chaotique qui a été quand même encouragée toujours. Encouragée, alors j'avais peut-être cette niaque au fond de moi, même si je ne l'exprimais pas, de pouvoir un jour peut-être m'en sortir. C'était peut-être inconscient, mais je pense que je l'avais en moi. Il faut savoir aussi que les enfants, entre eux, ne se font pas de cadeaux. Un enfant qui voit pas grand-chose, un enfant qui peut pas jouer au foot avec les autres, un enfant qui fait pas comme les autres, et qui est un peu à part, et qui parle pas, et qui est dans son coin, évidemment, il est pas bien vu. Donc ils se font pas de cadeaux entre eux. Et pour faire toute cette scolarité, que ce soit en primaire, que ce soit en secondaire, les 6 km qui allaient pour être dans le village, pareil pour le retour, donc ça faisait 12 km par jour,
À part les petites années mes 3 premières années de scolarité, mais ensuite on m'a bien fait comprendre que tes frères allaient à l'école en vélo, mais tu iras à l'école en vélo. Le vélo pour moi ça a été un calvaire, ça a été une torture. J'ai fait mes 12 km de vélo chaque jour, mais ça a été une torture. Ça a été une torture parce que, je ne faut pas oublier que c'était au bord d'un canal, sur un chemin de terre, il y avait 7 ponts à traverser. Ma hantise, c'était les ponts. Le canal, ça allait parce que mon guide, c'était l'herbe. Il y avait le chemin de terre, une bande d'herbe et le canal. C'était un petit peu ça, c'était mon guide. Par contre, les ponts ils m'ont fait très peur. Ils m'ont donné quelquefois des sueurs froides, mais ça s'est justifié parce que il y a eu des problèmes. Et à 16 ans, c'est l'âge de l'orientation. Et là, devinez ce qu'on me dit à 16 ans, tes frères sont allés au lycée agricole, du moins ma mère, c'est ma mère qui est toujours directrice et à ordonner. Tes frères sont allés au lycée agricole, tu iras au lycée agricole. Donc j'ai pas eu le choix d'orientation, j'ai pas eu le choix de dire quelque chose, ça m'est même pas venu peut-être à l'esprit. Donc je suis allé au lycée agricole. Alors ça a été pour moi une petite ouverture pour la bonne raison que j'ai été pensionnaire. Et être pensionnaire au lycée agricole, pour moi, c'était vivre un peu autrement, c'était voir d'autres personnes, et c'était une ouverture sur la vie, un commencement d'ouverture sur la vie. Alors j'avais choisi, au lycée agricole, j'avais choisi production florale, horticulture florale. Là aussi, j'ai eu des mains tendues. J'ai eu notamment un prof de maths qui a été au-delà de ses fonctions, puisqu'il m'a dit un jour j'ai bien compris, Eric, que les maths pour toi c'est très difficile. Mémoriser des techniques pour les maths, non, ça marche pas. Ça marche pas, ou du moins ça n'a pas marché avec moi. Et il m'a dit, écoute, Eric, je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Chaque année, il n'y a que 5 sujets qui sortent à l'épreuve de l'examen. Bosse uniquement ces 5. Bon, il l'a fait. Donc ça a été encore une main tendue. Et il faut quand même signaler une chose, c'est que j'ai un BEP dans horticulture florale. J'ai eu mon diplôme. Alors, à mes 18 ans, puisque mes parents ont été dans le déni toujours me concernant, l'âge, j'ai eu mon diplôme, l'âge où je me suis dit, ok, j'y vois pas grand-chose, mais je me suis dit, je vais travailler comme tout le monde. Donc j'ai cherché du travail dans ma branche, dans l'horticulture, et eh bien il y a un employeur qui a cru en moi, qui m'a dit, bon écoute Eric, la partie production c'est pas possible parce qu'il y a des machines, ça c'est trop dangereux pour toi, c'est pas possible. Par contre on a une partie vente, est-ce que tu acceptes de faire partie, de travailler dans cette partie-là? Tu recevras les personnes, les individuels, mais aussi les fleuristes qui viennent passer leurs commandes, et tu les aideras à choisir leurs commandes. Donc j'ai dit oui. J'ai travaillé un an et demi dans cette production horticole, et j'ai travaillé un an et demi, et là on m'a mis un barrage dans le sens que la médecine du travail qui était obligatoire, il y a une visite annuelle obligatoire. Eh bien, cette visite annuelle obligatoire s'est faite donc après plus d'un an où je travaillais. Et là, la médecine du travail a dit, mais à l'employeur, il n'est pas question que vous gardiez cet employé est dangereux pour votre société. Il arrive quelque chose demain à votre employé, vous serez responsable de ce qui est arrivé, et donc vous ne pouvez absolument pas le garder.
À compter de ce jour-là, j'ai été licencié. J'ai été licencié avec une reconnaissance, avec une inaptitude à tout travail. Et donc là, je me suis pris, on va dire, une claque. Je me suis pris une nouvelle claque. Et je me suis dit, mais maintenant, ma vie, qu'est-ce que ça va être, ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que je vais faire, ça va être le retour à la maison, le retour à la ferme familiale. C'est ce qui s'est passé. Mais pour moi, le retour à la ferme familiale, c'était encore plus compliqué qu'avant, parce que j'avais quand même goûté un petit peu à une certaine liberté. Et ça a été très compliqué. Je ne vous cacherai pas que j'en ai été malade. J'étais vraiment, vraiment malade. Et là, je me suis mis à faire des rencontres. J'ai commencé à faire des rencontres. Alors, ces rencontres, ça va vous paraître complètement futile, ça va peut-être vous paraître amusant. Je prenais mon vélo, j'avais donc 19 ans, je prenais mon vélo, j'allais dans le village et je me mettais sur la route principale et je faisais du stop jusqu'à la ville suivante qui était à 30 km. Je faisais du stop parce que ça me permettait de rencontrer des gens, des rencontres éphémères, des personnes avec qui je parlais pendant une demi-heure et des personnes en fin de compte qui m'écoutaient. Et pour moi c'était important d'avoir cette écoute. J'ai été aussi à la rencontre de personnes au sein de l'APF. Je me suis mis en avant pour être animateur, j'ai bien dit animateur, de personnes avec des handicaps associés en fauteuil roulant, afin de les aider dans leur vie de tous les jours. Quand j'ai fait cette démarche, on m'a posé des tas de questions, savoir si je m'étais occupé de personnes en fauteuil roulant, non. Si je savais ce que c'était que l'aide à la toilette de personnes qui ne pouvaient pas le faire, non. De donner à manger à des personnes qui ne pouvaient pas manger seules, non. Mais je leur ai dit que j'étais très volontaire de participer c'était des centres de vacances, de participer à ces centres de vacances. Mais je lui dis par contre, il faut que vous sachiez quand même quelque chose qui peut-être pour vous va être problématique, c'est que je suis malvoyant. Et est-ce que pour vous c'est un problème? Et ils m'ont dit non, c'est pas un problème. Venez. Et je devais rester un mois et je suis resté 2 mois. Et pour moi, ça a été très riche. Si les autres personnes, les résidents, m'ont apporté énormément, je leur ai apporté aussi beaucoup. Et ça a été pour moi des moments importants. Ça, c'était donc ma première vie. Et il y a ma seconde vie. Ma seconde vie, elle va démarrer donc à mes 21 ans, où la ferme un peu plus loin que celle de mes parents a été rachetée. Toutes les fermes ont été rachetées par des gens de la ville, des gens de La Rochelle notamment. Et il y avait une personne donc de La Rochelle qui m'a vu miséreux, je vais dire, miséreux dans ma façon d'être, miséreux dans ma façon de me comporter, miséreux dans ma façon de vivre. Et un jour, elle m'interpelle, elle me dit « Eric, il faut pas que tu restes comme ça, tu vas pas vivre toute ta vie ici. Il faut au moins que ton handicap soit reconnu. » Cette personne a fait pour moi, c'est encore une main tendue, cette personne a fait pour moi des démarches administratives, pour que mon handicap soit reconnu. À la suite de cette reconnaissance, cela m'a permis d'avoir accès à un reclassement professionnel. Il faut oublier que j'avais une inaptitude totale à tout travail. Un reclassement professionnel qui m'a permis de venir travailler dans un centre d'aide par le travail, on appelle ça des ESAT aujourd'hui, à Bordeaux.
J'ai travaillé dans ce CAT donc, pendant 1 an et demi. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai tout découvert de la vie. Si pendant 21 ans, je n'avais le droit à rien, eh bien là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais maintenant j'ai le droit à tout. J'ai le droit à tout, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. J'ai le droit de penser ce que j'ai envie de penser. J'ai le droit de vivre ce que j'ai envie de vivre. J'ai découvert ce que c'était que d'avoir des amis. J'ai découvert ce que c'était que la vie en société. J'ai découvert ce que c'était que la vie culturelle. Je vais dire qu'au fil du temps, des mois, des années, je me suis construit. Construit en tant que personne, en tant qu'homme. Je ne suis plus l'ado fermé sur lui-même. J'ai découvert vraiment la vie et c'était pour moi un émerveillement. Un émerveillement parce que j'ai trouvé tout magnifique. J'ai trouvé magnifique même ce qui me faisait des fois peur. J'ai franchi le pas. Une anecdote, quand je vous dis que des choses me faisaient peur, j'ai voulu voir un jour ce que c'était que d'aller au Grand Théâtre. Imaginez l'enfant du Marais qui veut aller au Grand Théâtre à Bordeaux. C'était pour moi quelque chose d'inaccessible. Je n'osais pas monter les marches du Grand Théâtre. Et un monsieur qui était à l'entrée m'a vu avec ma cape blanche et s'est dit, cet homme a besoin peut-être d'aide, ce jeune homme a besoin peut-être d'aide. Il a descendu les marches, il est venu vers moi et il m'a dit, vous avez besoin d'aide ? J'ai dit oui. Je n'avais pas vraiment besoin d'aide, mais j'ai dit oui. Il m'a aidé au moins à rentrer dans le Grand Théâtre. Je me suis assis à côté de lui, on a discuté, on a échangé, et nous avons assisté donc à une représentation au Grand Théâtre. Et ça a été, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a des fois des moments où j'avais un peu peur, j'étais un peu craintif de certaines choses, de connaître certaines choses. Et j'ai vaincu toutes ces craintes. Et aujourd'hui, si j'ai envie de faire quelque chose, tout est pour moi. Et il y a aussi une chose que j'ai découvert, même bien avant tout ce que je viens de vous dire, c'est la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, moi j'étais dans mon marais, mon vélo, mon chemin en terre, mon petit village. Bordeaux, pour moi c'était énorme. Et là je me suis dit, il faut apprendre à te déplacer. Me déplacer, ce n'était pas les transports en commun. Me déplacer, c'était à pied. Pourquoi ? J'ai refusé de prendre les transports en commun pendant des mois. J'ai fait à pied. Je voulais connaître ma ville. J'ai un plan dans ma tête de la ville de Bordeaux. Je peux vous amener tous visiter Bordeaux, les coins de Bordeaux, même insolites. Je ne vous perdrai pas, je vous promets. Quand j'amène quelqu'un à Bordeaux, quand j'ai des amis à la maison, je les amène à Bordeaux, c'est moi qui fais le guide. C'est peut-être rigolo, mais c'est moi qui fais le guide. Et donc je peux dire que je connais la ville de Bordeaux. Quand j'ai imprimé ce plan dans ma tête, j'ai pu prendre les transports en commun. Et aujourd'hui, eh bien, je déambule dans Bordeaux aisément. Après le CAT, j'ai travaillé à l'école de Chêne-Guide pour aveugles à Mérignac pendant 1 an et demi. Ça a été un second tremplin, je vais dire, à mon insertion à Bordeaux. Sachant que le directeur m'avait dit à l'époque, Eric, il faut que tu saches une chose, c'est que si tu trouves une opportunité autre, surtout n'hésite pas. N'hésite pas parce que tu mérites mieux que ça et n'hésite pas à trouver autre chose. Tu pourras partir, ne t'inquiète pas, du jour au lendemain. Ça s'est produit, j'ai eu une opportunité. En sachant qu'il y a, surtout à l'époque où j'étais jeune, il y avait beaucoup moins de postes pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, mais pas encore beaucoup.
Et j'ai trouvé une place de standardiste. J'ai travaillé dans un organisme pendant 20 ans. 20 ans dans cet organisme, pour s'adapter bien sûr. Et pour moi, ça a été, on va dire, une vie pour moi normale, entre guillemets. Et dans cette partie de ma vie dite normale, ben, j'ai rencontré aussi une femme qui est devenue mon épouse. J'ai eu un enfant. J'ai construit ma vie aussi familiale. Une vie familiale qui pour moi avait une importance parce que je voulais transmettre à mon fils tout ce que j'ai appris en arrivant à Bordeaux, pas ce que j'ai connu dans le Marais. Alors, mon épouse m'a appris à connaître notre département, à connaître la France, mais quelque temps après, mon épouse, je lui ai dit maintenant c'est bien, je connais un petit peu la France, mais j'ai envie de voir un petit peu aussi ce qui se passe à l'autre bout du monde. J'avais soif de connaître, d'apprendre d'autres cultures, de connaître d'autres cultures, de voir le comportement d'autres personnes à l'autre bout du monde face à des personnes en situation de handicap. Et je me suis rendu compte que, notamment dans les pays d'Asie, c'est là, je pense, que j'ai eu le plus de rencontres extraordinaires. Il y a un respect de la personne avec un handicap, un respect de la personne âgée, respect qui, en Europe, est beaucoup plus léger, je vais dire. Et c'est parce que respect, mais c'est plus qu'un respect, c'est un respect, mais c'est quelque chose de naturel, quelque chose de simple, et ça crée donc des rencontres extraordinaires. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et pour moi, tous ces pays que j'ai fait, donc que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, en Europe aussi, mais l'Europe, je reste pour quand je serai un peu plus âgé. Toutes ces rencontres que j'ai faites, pour moi, c'est formidable. Et la richesse humaine, c'est tellement beau. Alors je vais vous apporter maintenant ma conclusion. Si pendant 21 ans, rien n'était pour moi, pas de sociabilisation, pas de culture, depuis 1984, c'est pas si loin que ça, c'est pour ça que j'aime bien dire les dates, tout est pour moi. La vie est belle, il suffit de regarder toujours devant soi, sans se retourner, et de garder le sourire. Parce que le sourire, c'est la plus belle des choses, et ça, c'est une chose naturelle qu'on a tous en nous. C'est pas bien compliqué. Je ne suis plus l'enfant prostré, je suis quelqu'un d'autre. Mon dernier défi fut de sortir, la sortie de ce livre. Ce livre, c'est mes deux vies. Dans ce livre, il y a les moments forts de mon enfance, passés dans le Marais. Mais ce livre, c'est toute la force que j'ai acquise aujourd'hui, toute cette positivité que j'ai en moi. C'est aussi ça que j'avais envie de transmettre à mes lecteurs au travers de mon livre. Je me donne des objectifs, des challenges, toujours et toujours. J'espère bien en avoir encore beaucoup. Et si je suis là aujourd'hui, eh bien c'est parce que j'aime aujourd'hui aller à la rencontre des autres. J'aime raconter mon parcours, mon témoignage,
Je pense que pendant 21 ans, j'ai manqué de paroles, manqué de décisions, manqué de partage. Et c'est ce que je viens faire ce soir, aujourd'hui. Merci. Merci. Si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Je sais pas, je voulais dire que, d'après ce que j'ai compris, Oui. ce que vous avez dit, le travail, ça a été finalement la clé de s'en sortir de tous les problèmes, comme notamment le handicap. Grâce au travail, Oui. vous êtes arrivé à avoir la liberté. Et le travail, c'est le plus important. Et pourtant, c'est ce qu'on vous a refusé quand on vous a déclaré handicapé en premier. C'est cela. C'est cela. C'est-à-dire que la médecine du travail, au départ, elle n'a vu qu'une chose. Elle n'a pas vu l'homme que j'étais. Elle a vu le danger qu'il pouvait y avoir dans cette société. Effectivement, il y avait une partie qui était dangereuse. Je le reconnais, mais je n'y allais jamais. Parce qu'avec l'employeur, il y a eu une période d'essai au départ, il a vu mes qualités, il a vu ce que j'étais capable de faire et que j'avais un très bon rapport avec la clientèle. Et ça, pour lui, ça lui suffisait. Et il n'avait pas vu du tout, c'était jamais imaginé qu'on pourrait m'interdire de travailler. Tout à l'heure, quand vous étiez là, et nous avons parlé de la journée anti-citoyenne que les Lions sont en train de mettre en place, Oui. du 22 au 26 novembre. Et donc, on s'adresse au 5e pour leur faire comprendre la vie d'une personne qui n'est pas tout à fait, qui est un peu différente, mais nous sommes tous différents. Oui. Mais moi, je suis, comment dire, j'espère que les choses ont changé. À l'école notamment, dans l'éducation nationale, parce que je suis quand même atterrée, c'était dans les années 70, 1970, Tout à fait. que vous avez été à l'école et qu'il n'y ait personne ou très peu de monde, qu'il n'y ait pas eu de travailleur social qui puisse s'intéresser à votre cas. Il n'y en avait pas. Moi, ça me scandalise, vraiment, oui. Donc j'espère que les choses ont changé. Alors, il n'y avait pas de travailleurs sociaux, il n'y avait pas d'accompagnement pour des personnes, des enfants qui avaient un souci, on va dire, par rapport à un handicap. Alors déjà, le handicap, on n'avait jamais prononcé le mot handicap, puisque mes parents sont dans le déni. Hein. Oui. Et la médecine scolaire, parce qu'on me dit souvent, la médecine scolaire, elle était obligatoire à partir de 6 ans. Et en fin de compte, la maîtresse a décelé ma malvoyance avant la médecine scolaire, parce que je n'avais pas encore passé la visite. D'accord. Moi, je voulais porter un témoignage en tant que de gosse policier. J'étais enseignante en élémentaire et après en maternelle. Et c'est vrai que le déni des parents, j'ai été confrontée. C'est-à-dire que, alors c'est pas au niveau de la vision, j'espère que je ne suis pas passée à côté de quelque chose comme ça, mais au niveau de l'audition, j'ai eu des parents qui niaient que leur enfant n'est pas bien. On me disait, non, il est comme ça, il n'a pas envie de répondre, il est dans son petit monde et il n'a pas envie de répondre. Et donc l'enfant s'exprimait très peu et pas très bien. Et on me disait, mais de toute façon, le jour où il va parler, il parlera bien. La maman était orthophoniste. Non, pas non. C'est pas le. Elle était enseignante et le père était médecin. Alors, on peut dire notre histoire. Mais oui, j'ai été confrontée à ça. Je veux dire, le déni des parents, moi je l'ai rencontré et c'est épouvantable. Et c'est vrai que les enseignants, moi je trouve qu'ils devraient être très très vigilants, mais on ne le dit pas assez dans la formation des enseignants. Être vraiment attentif, parce que quelquefois un enfant qui ne parle pas, c'est pas qu'il est idiot, c'est qu'il a un problème. Ce problème il peut être visuel, auditif ou psychologique. Bien sûr. Et je veux dire, maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Quoi. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu spécial quand même.
Mais par contre, il y a une petite chose que je veux ajouter. À l'âge de 6 ans, donc, quand une enseignante a dit à ma mère votre fils est attardé mental, là elle a réagi. Ah, quand même. Là elle a réagi en disant mon fils n'est pas attardé mental. Là elle a été piquée au vif quand même. Ça ne lui a pas plu du tout. Et aujourd'hui, monsieur, quelles sont les relations que vous avez avec vos parents? Alors, mes parents, aujourd'hui, je n'ai pas de rancune. Envers eux, je n'ai pas de rancœur. Envers eux, je n'ai pas d'aigreur. J'ai fait d'ailleurs, j'ai voulu absolument écrire un chapitre dans mon livre sur mes grands-parents, pour la bonne raison que si j'ai pas d'aigreur envers eux, etc., c'est qu'ils n'ont pas eu les bonnes cartes entre les mains. Ils n'ont pas eu du tout les bons éléments qui leur auraient permis de s'épanouir. Ils auraient pu changer, mais ils n'ont pas cherché à changer, hein. On est bien d'accord. Mais je vais dire que cela explique. Cela n'excuse pas, mais cela explique. Alors aujourd'hui, je vois mes parents, bon, ils habitent toujours dans le Marais, je les vois 2 fois par an, 2 jours maximum à chaque fois. Je ne suis quand même pas, j'aime pas me faire flageller. Donc, mais il y a quand même une chose aussi, c'est que mes parents, quand je dis qu'ils sont toujours dans le déni, ils sont toujours dans le déni. C'est-à-dire que quand j'y vais, bien sûr, j'y vais avec mon épouse, si elle parle, elle a une parole qui porte, on l'écoute. Moi, si je parle de la pluie, du beau temps, là, on m'écoute. Même si je parle des poireaux, là, on m'écoute. Mais si je parle de quelque chose de plus profond, il n'y a plus personne. Elle change de pièce, il n'y a pas de problème, elle s'en va, elle fait comme si je n'avais pas parlé. Donc on est toujours dans le même situation. Quand elle voit votre évolution, elle n'en parle pas. Quand elle voit, pardon? Votre évolution. Ah non. Ce que vous étiez, ce que vous êtes devenu. Oui. Non, mais ça ne devait pas exister pour eux. Et votre livre, monsieur, comment l'ont-ils reçu? Alors, mon livre, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance du livre parce que j'ai fait ce livre, j'ai pas voulu faire ce livre pour faire un procès contre mes parents ou c'était pas le but du tout. Et si j'ai fait ce livre aujourd'hui, si j'ai pu écrire ce livre, et si j'ai pu l'écrire avec mon co-auteur, Michel Haute, puisque donc au départ, vous l'avez bien compris, j'ai raconté, hein, avant que Michel retranscrive en fin de compte mon témoignage de vie. Et si j'ai pu me livrer comme ça à Michel, me mettre à nu auprès de Michel, si je peux aujourd'hui en parler de façon ouvertement et de façon complètement détachée, je veux dire, bon, il ne faut pas se voiler la face, j'ai fait 15 ans de psychothérapie, j'ai fait un travail sur moi-même, et je vais dire que c'est l'aboutissement de ce travail. C'est l'aboutissement de ce travail qui m'a permis d'écrire ce livre. Mais leur dire que j'avais fait ce livre, non. Ils n'auraient pas changé de position. Hein. Non. Votre fils, quel âge a-t-il? Mon fils a 32 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense? Ah, alors lui, par contre, son père, il ne faut pas y toucher. Hein. Il me met sur un piédestal. Et il a fait partie des premières personnes à mon... Alors, il a fait partie, bien sûr, des premières personnes à avoir le livre entre les mains et à me dire, parce qu'au début, c'était pas mon but, j'avais pas pensé à ça. Au début, mon but, c'était d'offrir ce livre, enfin, que mes très proches et mon livre, bien mon fils en premier. Parce qu'on donne toujours des petits morceaux de sa vie, mais on ne donne jamais une intégralité. Et lui, il me connaît aujourd'hui, on va dire. Et donc, je voulais mettre tout ça par écrit. Et quand il a lu le livre et tout, il me dit, mais papa, il me dit, c'est un livre très fort, c'est un livre avec plein de messages, tu fais passer plein de messages dans ton livre. Et il me dit, il faut que tu en parles aux autres. Il faut que tu transmettes tous ces messages aux autres. Et donc, c'est là que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé cette aventure après, parce que le livre est sorti en décembre 2017. Alors, au début, puisque c'était l'inconnu, pour moi, j'ai fait que des salons du livre. Je me suis dit, c'est là où les gens vont pour voir des livres, etc. Mais j'étais encore un peu frustrée, parce qu'en fin de compte, j'avais pas assez de contact avec les gens.
Donc je suis après, j'ai fait des salons de livres, après je suis allé dans des librairies, dans des presses, j'ai fait des séances de dédicaces. Dans les grandes librairies, on est bien reçu, mais c'est pareil, la rencontre n'est pas ce que je cherchais encore. Donc j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise, parce qu'en fin de compte, avant tout, il faut que ça me plaise. Monsieur, ce que j'ai aimé, là, Oui. vous avez parlé de transmission. C'est très important. Donc vous avez réussi à transmettre tout ce que vous avez vécu Oui. aux gens qui vous entouraient, Oui. aux gens que vous aimiez. Oui. Et je trouve qu'actuellement, moi je parle pour moi, en tant que grand-parent, on ne transmet pas assez à ses enfants. Oui. Moi j'avais péché là-dessus, et ce que j'ai fait, j'ai transmis aux petits-enfants. Et je crois qu'ils en sont ravis. Oui. La transmission, c'est très important. C'est très très important. Et monsieur me demandait, mon fils, qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Il y a quelques années de ça, et des amis, il a un cercle de copains depuis pas mal d'années maintenant, et que j'ai reçu à la maison pour déjeuner, etc. Et copain au départ que je ne connaissais pas, et la première fois qu'on s'est rencontrés, copain en question, il me dit « Ah, je suis enfin content de rencontrer le père d'Alexandre, parce que faut pas y toucher à son père. Hein. » Ah bon? Ah oui, ça, pour lui, c'est très important, et c'est très important. Alors, je vais rebondir aussi sur quelque chose par rapport à ce que vous m'avez demandé par ma relation avec mes parents aujourd'hui. Si moi je suis détaché de tout ça, si je peux dire que je suis libéré de tout ça, que je peux voir mes parents dans des conditions, bon, on va pas dire peut-être normales, mais dans des conditions de courtoisie, hein, on va dire ça comme ça. Par contre, mon fils Alexandre, lui, il n'accepte pas qu'on ait pu me faire vivre comme ça, il n'accepte pas. Ça, c'est pas possible. Pour lui, c'est pas possible. Donc lui, par contre, il s'est écarté de ses grands-parents. Donc, la transmission, c'est important. Parce que, vous voyez, si ce que je sais, parce que je sais très peu de choses, en fin de compte, sur l'éducation de mes parents, je sais que ça n'a pas été très joli, mais si eux avaient peut-être transmis justement leur vérité, avaient transmis leur vie, hein, leur parcours qui n'a pas été rigolo, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Vos relations actuelles avec vos frères aînés? Alors, mes frères. Alors, j'ai des relations, on se parle au téléphone régulièrement. Eux, ils sont dans le nord de la France. On se voit pas très souvent, mais on a des relations, on va dire, pas vraiment de fratrie. On a des relations de proches, mais pas de fratrie. Alors, j'avais déjà dans l'idée d'écrire le livre, mais j'étais pas encore tout à fait prêt. Mais j'avais quand même dans la tête je voulais savoir si mes frères avaient quand même vécu la même chose que moi. Alors, sachant qu'eux n'avaient pas de handicap, sachant qu'ils étaient deux, donc je sais qu'ils étaient soudés, mais je voulais quand même savoir s'ils avaient ce ressenti que j'avais moi de cette vie à la ferme, en marge de la société, quoi. Eh bien, avec mon frère de 8 ans de moins que moi, je n'ai jamais eu de réponse. Il a toujours refusé d'en parler. Il m'a dit « je ne veux pas en parler ». Je n'ai jamais eu de réponse. Et mon frère aîné, j'ai eu une réponse, parce que j'ai insisté, parce que quand je peux insister, j'ai eu une réponse de mon frère aîné il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il a accepté de m'écouter. Il a accepté de m'écouter, et là, j'ai parlé. Et là, en fin de compte, il s'est effondré et il m'a dit
remarque que jamais je n'aurais cru. Il m'a dit « Je regrette ». J'étais très surpris. Je lui ai dit « Mais tu regrettes quoi ?» « Je regrette de t'avoir abandonné. » Pour lui, en fin de compte, parce qu'il a, donc j'ai 58 ans, donc il a 67 ans. Il a 67 ans et ça s'est passé il y a 4 ans. Jusqu'à ses 64 ans, il avait ça dans sa tête, comme quoi il se martyrisait parce qu'il croyait m'avoir abandonné. Alors je lui ai dit d'enlever ça de sa tête parce qu'il ne m'a pas abandonné du tout. Je lui ai dit, vous aviez qu'une envie, c'était de partir de la maison, partir travailler à 18 ans, partir pour fuir le marais, étant donné que son ressenti c'était le même que le mien, donc je peux très bien comprendre. Mais il ne fallait pas voilà. Donc on a effectivement avec ce frère-là, aujourd'hui j'ai des relations un peu plus proches, puisqu'il y a eu un échange. Alors moi j'ai une question à vous poser. Voilà, alors moi je suis comme vous, je suis malvoyant, j'ai 51 ans et je suis originaire du Béarn. Je suis comme vous, je suis né malvoyant. Oui. La différence par rapport à vous, alors c'est pour ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est que moi je suis parti, j'ai fait une scolarité normale à la maternelle, dans une école normale, et c'est là qu'ils ont constaté que j'avais des problèmes de vue. Je suis parti en internat à l'âge de 5 ans à Bordeaux. On a quand même 7 ans de différence, et ce que je ne comprends pas, à l'époque il y avait des écoles déjà sur Bordeaux pour malvoyants, non-voyants. Par exemple, moi quand je suis arrivé à Bordeaux, je suis allé à Talence. Après vous aviez également, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de la rue de Marseille. Oui. Est-ce que justement dans votre jeunesse on vous a parlé de ces écoles? Non. Voilà. J'étais dans le Marais Poitevin. Hein. Ouais. Non mais quand vous êtes après arrivé à Bordeaux, je parle. Oui, mais je suis arrivé à Bordeaux à 21 ans. Ah oui, bah oui. Je suis arrivé à Bordeaux à 21 ans, donc ma scolarité était finie. Et je suis arrivé à Bordeaux à 21 ans et je ne connaissais pas. J'ai appris l'existence de ces écoles-là quand j'ai travaillé au CAT, quand j'ai commencé à travailler en fin de compte sur Bordeaux. Vous avez travaillé dans quel exact? Au CAT du Phare. Ah, le Phare, je connais. Ouais, parce que moi j'ai fait ma scolarité à... C'était M. Bréjon à l'époque. Ouais, moi j'ai fait ma scolarité, bon, tout petit, j'étais à Talence. Oui. Vous avez dû entendre parler du centre Alfred Clerlong à Ambarès. Oui. Mais alors moi j'ai fait le reste de ma scolarité là-bas. D'accord. Voilà. Alors c'est ce qu'il aurait fallu. En fin de compte, il aurait fallu que si mes parents n'avaient pas été dans le déni, si mes parents avaient accepté que j'ai un handicap, si mes parents avaient accepté en fin de compte de me prendre en charge avec les difficultés que j'avais, il aurait fallu qu'ils me mettent en internat, bien sûr, dans une école comme ça, à Bordeaux ou ailleurs peut-être. À l'époque, il y avait Toulouse et Bordeaux. Ouais. Mais non, pour eux, c'était pas possible. Est-ce qu'on a proposé à vos parents justement de vous mettre dans des écoles spécialisées où vous auriez pu avoir une... Non, jamais. Vous dites que votre maman est frère. Votre maman, vous la comparez à sa gauche, déjà, oui. C'est très dur quand même. Hein. Oui. Donc c'est parce que c'est elle, donc, le pilier de la famille, qui était dans le déni, certainement. Ah oui, complètement. Voilà. Mais à partir de là, est-ce que l'école d'éducation nationale n'a pas essayé quand même de leur indiquer le chemin pour... vous indiquer alors, les écoles. Voilà. Est-ce que là j'ai pas ça aurait été des écoles aux alentours de Bordeaux, bon, peut-être qu'il y aurait eu des propositions à ce niveau-là. À la campagne comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez quand même suivi une scolarité à peu près normale. À peu près normale, tout à fait. Ça a été chaotique, comme je dis, mais ça a été à peu près normal, oui. Maintenant, je comprends tout à fait que, effectivement, à la campagne, ça se passe pas comme il arrive. Non, mais j'ai pas de souvenir, j'ai pas de souvenir du tout qu'on ait proposé quoi que ce soit. C'était les trucs et astuces présentés par Arlène et Manu.